Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La pluridisciplinarité, une force pour la recherche des IUT, les enjeux d'une recherche technologique tournée vers la société. Rodolphe Dalle, Pierre Mousseau. IUT de Nantes. À un moment où l'hyperspécialisation pose des soucis de discussion entre les experts et éloigne le citoyen du débat scientifique, plus que jamais la vulgarisation apparaît comme une nécessité sociétale salutaire. Les instituts universitaires de technologie, IUT, ont cette particularité d'être des composantes pluridisciplinaires où se côtoient un grand nombre de disciplines, de multiples méthodologies et donc de nombreuses formes de recherche. À l'image des différents congrès de la recherche des IUT, se pose la question pour le monde scientifique contemporain de savoir comment échanger entre disciplines. La vulgarisation est un enjeu aussi bien en termes de médiation qu'en termes de capacité à produire des interactions et des dynamiques collectives pour conduire une recherche transdisciplinaire. Science et technologie, deux paradigmes. La question que pose in fine l'application en regard de la recherche fondamentale est celle de la coupe entre les disciplines. La complexité des problèmes est envisagée dans la plupart des cas par la science selon le paradigme de la profondeur. La science creuse les questions. Mais cette métaphore s'accompagne d'une autre que le langage courant rappelle souvent en disant de telle ou telle approche qu'elle est pointue, qui dit finalement que la science, au fur et à mesure qu'elle progresse, ferme le champ pour ne plus tenir que sur une tête d'épingle. La technologie de son côté s'appuie sur un autre registre métaphorique, qui dit toute sa complémentarité avec le modèle précédent, l'accumulation. Non pas qu'il ne faille de profondeur, mais parce que le problème à résoudre exige que la surface qu'il occupe soit envisagée. À la concentration répond l'indispensable traversée d'espaces multiples, l'approche est par conséquent radicalement transdisciplinaire. Transdisciplinarité et interdisciplinarité. La question de la transdisciplinarité et de l'interdisciplinarité ne relève pas seulement de la querelle sémantique. La transdisciplinarité est une approche de la coupe, de la traversée alors que l'interdisciplinarité construit un savoir de l'entre-deux. Une fois cela posé, la transdisciplinarité dans le monde universitaire a cette difficulté d'être difficile à valoriser et souvent prise comme un savoir de surface qui ne mérite pas d'attention, là où les interdisciplinaires malgré les écueils de tous ordres finissent par s'institutionnaliser, et dans quelques rares cas être reconnus comme des spécialités à part entière. Tout l'enjeu de la valorisation de la transdisciplinarité réside dans la capacité à transférer et engager la discussion avec l'autre spécialiste, à faire le lien qui rend les projets possibles et soutient les logiques de contribution. Cette triple force disciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire est présente structurellement dans les IUT qui dans leurs équipes comptent des enseignants-chercheurs de toutes spécialités. C'est aussi à cet enjeu de société que les IUT veulent répondre, et à cela qu'ils s'emploient depuis 50 ans. Le marché, circuit alternatif et lieu d'ancrage entre ville et territoire. Géraldine Thévenot, Inès Jiquel. IUT Nancy-Charlemagne, IUT de Colmar. Quelle ville, quelle que soit sa taille, ne possède pas son marché? Cette forme ancestrale de distribution, qui a résisté jusqu'à aujourd'hui à l'implantation des nouvelles formes de distribution, grandes surfaces, e-commerce, etc., attire encore actuellement de nombreux adeptes, bien que ces lieux aient fait l'objet de peu de recherches en marketing à notre connaissance, Ertrich, Roderer, Badeau, 2010, 1. Pourtant, à l'heure où de nombreux consommateurs réorientent leur consommation et cherchent à s'approvisionner dans les circuits dits alternatifs, AMAP, regroupement de consommateurs par exemple, la question de la relation à l'échange marchand dans sa forme première, et donc au marché, peut permettre de nourrir la réflexion autour de ces nouveaux mouvements de consommation. Souvent associés à une consommation plus locale, plus durable et éthique, l'offre des marchés peut être liée aux tendances associées aux circuits courts et aux valeurs qu'ils portent, mais peut parfois en être totalement déconnectée. C'est ce que nous projetons d'explorer à travers cette recherche. Le mot marché provient du latin mercatus, dont il reprend la dualité de sens, le sens générique de transaction commerciale, et le sens spécifique de lieu où s'effectuent ces transactions. Favreau 2010, 2. Nous garderons les deux acceptions. À son origine confondue avec la foire, itinérante la plupart du temps,
Le marché revêt actuellement des formes très diverses, mais qui ont toutes comme point commun d'être implantées dans un territoire qui prend traditionnellement place dans un paysage habité, ce qui l'intègre totalement non seulement à l'activité de la cité dans laquelle il se trouve, et dont il a absorbé toutes les conventions, mais aussi par extension à son territoire, périmètre plus vaste entourant la ville et englobant les zones non ou moins urbanisées. C'est ce lien que nous examinerons dans cette recherche. Comment le consommateur, à travers la fréquentation du marché, peut-il être amené à vivre une expérience singulière de consommation, le rapprochant à la fois de la nature et de la vie de sa cité? De cette problématique naissent diverses questions. Le marché peut-il être considéré comme lieu de la mise en relation de la nature et de la cité, voire comme le prolongement de la nature, mais d'une certaine nature, cultivée et non pas sauvage ni mythique? Et ce, en particulier parce que l'offre des marchés est constituée de produits cultivés, élevés, pêchés, ramassés ou encore cueillis? Serait-il ainsi perçu comme le prolongement d'un jardin, d'un champ ou d'un pré? S'agit-il de sa caractéristique expérientielle distinctive du point de vue du consommateur, qui lui permet de vivre une expérience fondamentalement originale par rapport à toute autre forme de distribution, avivant des relations entre l'espace, le territoire et des lieux de distribution profondément ancrés dans la cité? Quels sont les éléments de l'expérience de marché qui permettraient au consommateur de faire le lien avec une certaine forme de naturalité, la nature cultivée? Pour répondre à ces questions, nous examinerons les relations de l'espace urbain ou périurbain et du territoire qui l'entoure, par le biais de lieux expérientiels forts que sont les marchés, en excluant les foires et les marchés événementiels, type Noël, et plus précisément en approfondissant les représentations qu'en ont les consommateurs. Nous aborderons dans une première partie la revue de littérature qui nourrit la réflexion en général autour de la nature et de l'espace, afin d'y poser l'expérience de marché comme moteur d'une expérience singulière de naturalité. La deuxième partie présentera la méthodologie qualitative utilisée. Les résultats, qui seront exposés dans une troisième partie, mettent en évidence des attentes contrastées autour de l'expérience de marché. La dernière partie nous donnera l'opportunité de discuter plus avant les résultats de la recherche, d'en présenter les principales limites et voies de développement, ainsi que les prolongations managériales qui en découlent. Le marché, lieu, espace et expérience de naturalité. Le marché, d'un point de vue purement commercial, est un lieu de rencontre entre offreurs et demandeurs. D'un point de vue spatial et social, le marché est un lieu d'échange et de rencontres humains. Cette partie sera consacrée à l'étude du lien que peut offrir le marché, non d'un point de vue marchand, mais selon une lecture davantage territoriale. Le marché pourrait-il être un point de rencontre entre le citadin et la nature qu'il ne côtoie plus? Le marché est d'abord présenté, dans la littérature, comme un lieu dans la cité et dans le territoire. Le lieu, en géographie, est profondément ambivalent. Le lieu peut être vu comme un point correspondant à des coordonnées objectives et physiques, au sein duquel peuvent se trouver des objets. L'autre acception du lieu est liée à l'espace. Le marché est alors codépendant des choses qu'il contient, constamment en évolution, mais il est également un endroit de liberté. Berck 2003, 3. Le marché, lieu physique au sein duquel se jouent des transactions marchandes, appartient à la fois à un territoire géographique et à un territoire de nature plus sociale, porteur de conventions et de rituels, mais existant car ancré dans un espace plus global, le territoire local ou régional, dans lequel s'amarre le terroir où se construit aussi l'identité des individus qui l'habitent. Dion et al., 2010, 4. Ce lieu comporte en son sein des frontières qui le délimitent mais qui sont perméables car ouvertes sur un extérieur, constitué du territoire, zone rurale et périurbaine, des personnes qui le composent et des produits qu'il offre. Le marché est d'autre part présenté comme un espace situé, dans les représentations, entre la nature cultivée et la ville. La perception de la nature a fortement évolué au cours du temps. Les relations ville-campagne, fruit d'une évolution historique contemporaine prenant sa source dans les années post-68, reposent entre autres sur des représentations stéréotypées d'une campagne peu à peu idéalisée par opposition à la ville, sale, dangereuse et polluée. Fleury et Moustier, 1999, 5. Ces représentations s'accompagnent du développement des produits du terroir, de la reconnaissance de l'agriculture biologique, puis du développement des associations telles que celle pour le maintien de l'agriculture paysanne.
L'idée du local rural prend de la valeur et s'accompagne de la crise de la vision de la ville, puis, par réaction, est appréhendée comme une solution anti-crise. Le marché s'invite tout naturellement en ville pour y porter les valeurs d'une certaine campagne, idéalisée et perçue comme naturelle, comme un moyen de retourner à une vie plus simple que la vie moderne. Berg, Woodman et King, 2012, page 148, 6. Enfin, si le marché peut être envisagé comme un lien entre ville et campagne, peut-être propose-t-il aussi un rapprochement avec les jardins potagers et vergers? Kellier 2004. 7 fait l'hypothèse que les jardins potagers, lieux omniprésents de l'époque moderne, sont source de nourriture saine et bonne pour la santé et permettent abondance et diversité variétale. Or aujourd'hui, bien que les jardins potagers se fassent plus rares, cette représentation positive perdure dans l'inconscient collectif. L'agriculture urbaine, qui englobe les différentes formes des agricultures professionnelles en circuit court ou long, les jardins privés et partagés, et l'agriculture de loisirs, sont encore valorisés dans leur dimension alimentaire, environnementale et sociopolitique. Namias et Le Carreau, 2012, page 1, 8. On les retrouve sur les marchés. Le marché pourrait alors être perçu comme un moyen de maintenir un lien avec le monde des jardins et le monde paysan, dont le lien social sous-jacent, par-delà le lien avec la nature, serait au cœur des motivations, augmenté par l'idée d'un accès facilité à une alimentation saine et à des produits de qualité. Le marché assumerait cette double fonction de lien entre ville et campagne, entre jardin et macadam, qui enrichit et nourrit l'expérience ordinaire de marché. Méthodologie de l'étude. Cette recherche a pour objectif d'analyser l'expérience ordinaire d'une visite au marché, afin de la rendre descriptible et d'identifier le rapport à la nature qui peut prendre place au sein de ce lieu. Nous projetons ainsi d'étudier comment espace et lieu entrent en résonance, afin de favoriser l'accès à une certaine forme de nature. Nous n'avons retenu dans le cadre de cette recherche que les marchés urbains et périurbains, dont l'offre est alimentaire et ou non alimentaire, prenant place de manière occasionnelle ou au contraire régulière, dans un contexte éventuellement touristique, mais sans inclure les foires ou les braderies, ou bien encore les marchés événementiels, qui semblent constituer des cas particuliers par rapport à notre problématique. De nature exploratoire, notre approche qualitative se construit autour de 11 entretiens semi-structurés, à partir desquels nous avons procédé à une analyse thématique. Afin de nous prémunir d'un maximum de biais méthodologiques liés à cette forme de recueil et de traitement des données, nous avons essayé d'assurer à l'ensemble du travail une démarche rigoureuse en obtenant des avis croisés quant à l'éventuelle induction de réponses ou attitudes et en triangulant les sources d'informations. Gouba, 1981, Gouba et Lincoln, 1982, 9. Résultats. Nos résultats se décomposent en 3 axes. Le premier correspond à l'accès à la nature par le marché par le biais des points de contact et de connexion qu'il propose, ce qui rend l'expérience plus intense de ce point de vue. Le deuxième axe est caractérisé par l'accès à un ailleurs. Le troisième répond dans une forme d'excès. Accéder à la nature par l'expérience de marché. Ce premier thème rend compte de l'expérience de marché comme moyen d'accéder à la nature. Les personnes interrogées évoquent volontiers les différentes dimensions de la naturalité marchande perçue, telles que développées par Thévenot, 2014, 10. Le marché serait ainsi, pour elles, un moyen de renouer avec la nature par les différentes dimensions de la naturalité marchande perçue. Le lien avec la terre, la naturalité géographique, la naturalité temporelle, la naturalité écologique. Se connecter à l'ailleurs, de nature que propose le marché. Le marché propose un prolongement des représentations du jardin, du pré ou du verger comme en témoignent de nombreux verbatims, mais également, dans certains cas, une connexion à un ailleurs plus lointain, plus exotique, mais qui fait sens chez le consommateur car il correspond à un ailleurs qu'il a besoin ou envie d'habiter. Cette relation à la spatialité offre ainsi une connexion à un ailleurs revitalisant, ressourçant, contribuant au sentiment d'évasion. Les produits, mais également le lien avec la terre que portent en eux les producteurs et cet ailleurs, sont d'ailleurs endogénéisés par la personne même qui transmet ces produits. Le petit peu de terre sur les mains en est un témoignage. Leur profusion et leur concentration contribuent à la stimulation esthétique intense, qui concerne les 5 sens qu'offre le marché. Le sentiment de jouir de ce même environnement naturel, proposé dans une forme symboliquement concentrée,
permet l'accès à la convention de partage et donne naissance à un sentiment de convivialité fortement perçu par les consommateurs. Des formes de marché qui témoignent d'une relation altérée à la nature. Parmi les éléments négatifs de l'expérience de marché sont cités les formes de non-respect de la nature, le bio d'importation, la saleté, les détritus mal gérés. L'idée de l'excès peut également être source de tension pour le consommateur. Le trop peut s'avérer contre nature, trop de bruit, trop de rangement, trop d'odeur, trop de couleurs. Lorsque le marché ressemble trop à la grande distribution, il peut être rejeté parce qu'il ne permet pas cet accès à une forme de typicalité. Conclusion. Le marché demeure un lieu central dans la vie de la cité, tant par le commerce qu'il engendre, que par les relations sociales qu'il permet de nouer et d'entretenir, et pour une ville, ce mode de distribution peut constituer un noyau particulièrement puissant pour générer de l'attractivité. Mais de façon contingente au type de marché, une dichotomie se dessine entre une offre de marché prolongeant la nature, le marché de producteurs ou de vendeurs quasi-producteurs, où sont mis en exergue les produits et leurs liens avec la terre, et une offre de marché, où prime l'ambiance et le prix et où la nature est présentée dans une forme moins respectueuse. Néanmoins, même si certaines formes semblent éloignées de la nature, une partie de l'offre de marché représente pour les consommateurs un moyen de prolonger la nature, de la leur rendre accessible, ce qui n'est pas contradictoire avec le marché vu comme circuit de balade, d'évasion ou encore de moyen d'établir du lien. Référence 1. Ertrich S., Roderer C. et Badeau 2010. Comment un produit hyper réel regagne-t-il un statut d'authenticité? Le cas du marché de Noël de Strasbourg. 15e journée de recherche en marketing de Bourgogne, 1 à 26. 2. Favreau 2010, La place du marché inattuella, Favreau et Adjeri F. 2010, L'activité marchande sans le marché? Colloque de Cerisy, Presse des Mines, Paris. 3. Berck à 2003, Lieu 1 Espace-temps Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Belin. 4. Diondé, Rémi E. Zitzel 2010, Le sentiment régional comme levier d'action marketing, Décision marketing 58 15 à 26. 5. Fleuria, Moustier P. 1999, L'agriculture urbaine, infrastructure de la ville durable, Incailler Agriculture numéro 8 page 25 à 30. 6. Vergwoodman H. et King D. 2013, Sustainability and the Human Nature Connection, A Critical Discourse Analysis of Being Symbolically Sustainable, Consumption Markets et Culture 16 2, 145 à 168. 7. Kellier F. 2004, Le jardin fruitier potager, lieu d'élection de la sécurité alimentaire à l'époque moderne, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 3 juillet 7, 66 à 78. 8. Namias P. et Le Carreau Y 2012, Pour une définition de l'agriculture urbaine, réciprocité fonctionnelle et diversité des formes spatiales, environnement urbain 6 à 16. 9. Gouba EG 1981, Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiry ECTJ 29, 2 75 à 91. 10. Gouba EG et Lincoln YS 1982, Epistemological and Methodological Base of Naturalistic Inquiry ECTJ 30, 4 233 am 252. 11. Thévenot G 2014, Des représentations du naturel à la naturalité marchande, Décision marketing 75 11 à 25. L'expérience de shopping en ligne in situ, comprendre l'expérience vécue et la situation. Aurélia MICHAUDTREVINAL. IUT de La Rochelle, Laboratoire Cérège 1722, amichaud@unif-lr.fr. Résumé. Cette communication propose de mieux comprendre l'expérience de shopping en ligne, ESL, en distinguant le contexte de la situation et de l'expérience vécue. Elle enrichit les travaux précédents sur la conceptualisation de l'expérience de shopping en ligne, ESL. La recherche menée consiste à observer in situ les expériences de shopping en ligne vécues par 46 consommateurs de 19 à 59 ans, au moment où ils effectuent leur shopping en ligne, à l'aide d'enregistrements vidéo et audio et de dispositifs d'observation.
L'analyse permet d'une part d'identifier les éléments qui relèvent de la situation ainsi que les pratiques, usages et routines qui relèvent de l'expérience de shopping en ligne, et d'autre part d'appréhender les interactions entre la situation et l'ESL, dessinant un cadre d'analyse compréhensif de l'expérience située. Mots-clés: expérience, shopping en ligne, observation, situation. Introduction. Why do people shop? L'article séminal de Tauber, 1972, dans le Journal of Marketing 1 peut être considéré comme le fondement de nouvelles recherches en marketing, qui se concentrent moins sur la prise de décision des consommateurs et davantage sur les motifs des consommateurs, leurs pratiques de shopping, parfois traduits par magasinage, et les expériences associées. La recherche présentée ici s'inscrit dans ce prolongement, en étudiant le shopping en ligne et non uniquement les décisions d'achat, afin de rendre compte des multiples activités du consommateur en ligne, en amont, pendant et après l'achat. Dans cette recherche, nous concentrons l'analyse sur l'expérience de shopping en ligne, ESL. En effet, depuis l'article fondateur de Holbrook et Hirschman 1982, portant sur The Shopping Experience, 2, un courant expérientiel s'est développé et a donné lieu à un paradigme expérientiel. Cependant, il existe un décalage entre la création d'univers à finalité expérientielle pour les clients et les expériences vécues par les individus. 3. En effet, une confusion règne sur les concepts étudiés et la conceptualisation retenue. Des travaux récents recommandent d'approfondir notre compréhension de l'ESL 4-5, et certains ont déjà commencé à explorer le contenu de cette expérience 6-7. Souvent focalisée sur l'étude des antécédents et des conséquences de l'interaction avec le point de vente, la littérature sur l'expérience de shopping a évolué vers une meilleure connaissance du phénomène et des préconisations sur les stratégies à mener par les managers. 8-9. Cependant, un deuxième niveau de confusion existe entre ce qui relève de l'expérience et la situation. Qu'est-ce qui relève vraiment des dimensions, voire des composantes de l'expérience? Quels sont les liens qui relient l'expérience vécue de la situation de l'expérience? Cet article présente les résultats d'un travail qui cherche à décrire, comprendre et conceptualiser l'ESL vécu par les internautes en la distinguant du contexte et de la situation de cette expérience. Elle repose sur un travail d'observation in situ. La première partie reviendra brièvement sur les différents concepts, puis après avoir présenté la méthodologie dans la deuxième partie, nous présenterons les résultats avant de terminer par une discussion. Revue de littérature et cadre conceptuel. Les conceptualisations de l'expérience de shopping en ligne. La plupart des travaux marketing consacrés aux expériences en ligne se concentrent sur le flow et la recherche d'expériences 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ils partagent un point de vue principalement, voire exclusivement, cognitif et individuel de l'expérience. En bref, il s'agit de l'expérience du client ou du consommateur. Par exemple, Rose et al. 4 définissent l'expérience client en ligne comme un état psychologique composé d'une dimension cognitive et affective. Le concept de flow est alors central, qui se manifeste comme une réponse subjective à un site web marchand. Dans cette perspective, les aspects sociaux de l'expérience et d'autres dimensions éventuelles sont moins considérés quand ils le sont. Pourtant, la littérature consacrée à l'expérience de consommation comme à l'expérience de shopping met bien en évidence la diversité des facettes de l'expérience, en soulignant notamment les dimensions symboliques, sensorielles ou pragmatiques. Notons par ailleurs que les auteurs à l'origine du modèle du flow en e-marketing, Hoffman et Novak, admettent qu'il s'agit plus d'un modèle de navigation sur le web que d'un modèle d'expérience client 7. De plus, les travaux qui s'intéressent à l'expérience des consommateurs en ligne se concentrent le plus souvent sur l'étude des antécédents, des conséquences ou des impacts de cette expérience sur l'achat, conversion, réachat. 4.16. Mais le contenu de cette expérience vécue et sa conceptualisation demeurent encore peu analysés. Plutôt que des modèles expliquant les effets de l'expérience en ligne sur les intentions de réachat, Rose et al. 4 invite ainsi la communauté académique à développer des approches alternatives qui permettent de saisir l'expérience en ligne en temps réel. En définitive, seuls quelques auteurs ont travaillé spécifiquement sur l'ESL. Se référant principalement à Gentil, Spiller et Nossi 17 dans un contexte offline,
Pentina, Amialchuk et Taylor, 16, considèrent 5 types d'expériences clients qui sont ensuite considérés comme autant de types d'ESL potentiels. Ils distinguent ainsi les expériences sensorielles, cognitives, émotionnelles, relationnelles et pragmatiques que les sites web peuvent générer en ligne. Pour Pentina et al. 16, l'ESL provient du site web, l'internaute est agi et stimulé par le site web. En outre, le contenu de l'ESL, i.e. l'expérience vécue, n'est pas considéré. L'objectif des auteurs est tout autre. Différents tests explorant les effets de chaque type d'expérience sont proposés. Récemment, des travaux ont porté sur l'expérience client en ligne 5. La première définition et conceptualisation de l'ESL, à notre connaissance, vient d'un travail assez proche d'un point de vue méthodologique 7. Il repose sur l'analyse de 4 entretiens de groupe menés auprès de 31 consommateurs qui fait suite à une revue de littérature des 3 principaux champs de l'expérience en marketing. L'expérience de consommation, l'expérience de shopping, traditionnelle, i.e. offline, et l'expérience en ligne. Ils définissent l'ESL comme une expérience complexe vécue lorsque les consommateurs effectuent leur shopping en ligne, et plus précisément comme un processus holistique et subjectif résultant des interactions entre les consommateurs, les pratiques de shopping, incluant les outils utilisés et les routines, et l'environnement en ligne, notamment les sites web marchands, les avis des consommateurs et les médias sociaux. Le cadre conceptuel de l'ESL retenu repose sur 4 grandes dimensions: physique, idéologique, pragmatique et sociale. Tableau 1. Un cadre conceptuel de l'expérience de shopping en ligne ESL, tiré de Michaud Trévinal et Stenger, 2012-2014. Il s'agit d'une première conceptualisation qui n'a pas encore été testée empiriquement, en dehors de la recherche initiale menée à partir d'entretiens. Les auteurs eux-mêmes reconnaissent que sa robustesse doit être renforcée, et que le poids de chaque dimension, composante ou caractéristique reste à définir. Nous proposons ainsi de poursuivre l'exploration de l'ESL à partir d'une autre méthode, l'observation. Il ne s'agit pas d'évaluer le poids des dimensions, mais d'approfondir la démarche exploratoire de conceptualisation de l'ESL et d'appréhender la situation et l'environnement de l'expérience en ligne, lieu, objet, matériel, espace, grâce à l'observation. Le contexte et la situation, des concepts distincts. Les notions de situation, cadre et contexte sont fréquemment employées dans la littérature 18-19, mais plus rarement définies. Il s'agit pourtant de concepts ayant fait l'objet de riches débats en SHS et qu'il convient de différencier. Qu'il s'agisse de Goffman, de Benveniste ou de Girin, on notera que c'est systématiquement l'étude du langage et de la parole qui conduisent à définir le concept de situation. La situation ne doit pas être confondue avec le contexte. Souvent les deux termes sont pris l'un pour l'autre, ce qui est source de confusion. Les contextes sont des modes de lecture de la situation. Ce sont des structures d'interprétation, des schémas cognitifs dont chacun dispose pour comprendre les événements qui s'y produisent, explique Girin, 1990 page 31. Il ajoute, ce sont des données sociaux ou des constructions sociales, partiellement globaux, intériorisés du fait de l'éducation et de la vie sociale en général, partiellement locaux, constructions émergentes dans une interaction de longue durée transmise aux nouveaux entrants par un processus de socialisation. Ainsi, chaque situation particulière autorise le recours à une gamme de contextes et en exclut d'autres ou les rend improbables. Le contexte chez Girin correspond ainsi au cadre de Goffman. Quoi qu'il en soit, la situation est bien différente du cadre et du contexte, et cet article est focalisé sur la situation de l'ESL. Plusieurs travaux portant sur l'expérience de consommation utilisent le modèle PXOXS et définissent ainsi l'expérience comme l'interaction entre personnes, objets et situations 9, 20, 21, ce qui induit une confusion entre les concepts. Nous nous proposons de clarifier ce qu'est l'expérience en situation. Une observation in situ de l'ESL, précision méthodologique. Le dispositif méthodologique repose sur un travail d'observation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.